L'époque victorienne fut un âge d'or pour l'apparition de récits sombres et de phénomènes surnaturels, allant des apparitions de monstres et de fantômes jusqu'à des personnes enfermées et tuées. Dans cette vidéo, nous explorerons tout cela et plus encore. Voici l'histoire de plusieurs jeunes filles de l'époque victorienne qui, pour une raison inconnue, se sont laissées mourir de faim. Le jeûne ou l'abstention volontaire de nourriture a été pratiqué par la plupart des sociétés à travers l'histoire dans divers contextes. Certaines personnes jeûnent pour des raisons médicales, comme lors de tests nécessitant un estomac vide ou lorsqu'elles suivent un régime de jus ou d'eau pour purifier leur corps. Cependant, le jeûne a généralement été associé à la religion. Les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil pendant le ramadan, et il existe certaines situations dans des religions comme le bouddhisme et l'hindouisme où le jeûne est encouragé. Il en va de même pour le christianisme. En effet, le jeûne et la tempérance étaient des éléments clés de la vie chrétienne au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Ils ont été largement abandonnés aujourd'hui. Mais encore au XIXe siècle, de nombreuses personnes affirmaient être en communion plus étroite avec Dieu grâce au jeûne. Il s'agissait des jeunes filles jeûneuses de l'époque victorienne. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, des histoires ont commencé à circuler au sujet de jeunes filles purement mystérieuses capables de survivre pendant des semaines, voire des années, sans aucune nourriture ni eau. En général, elles acquéraient d'abord une renommée locale dans leur communauté en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada, avant de souvent attirer un public international. De plus, à mesure que leur renommée grandissait, des gens venaient de loin pour les voir et payaient pour cela. Des journalistes et écrivains venaient en constater leur surprenante abstinence et rédigèrent des articles perplexes quant à leur capacité à jeûner si longtemps, se demandant si ces jeunes filles avaient de véritables pouvoirs religieux ou magiques. Ce type de capacité avait déjà des précédents au Moyen-Âge. Par exemple, Catherine de Sienne, une laïque membre de l'ordre religieux dominicain, acquit une certaine renommée à la fin du XVe siècle, en partie grâce à ses jeûnes extrêmes, et fut considérée comme une femme sainte. Dans le même ordre d'idées, les jeunes filles jeûneuses de l'époque victorienne furent rapidement considérées comme possédant des pouvoirs religieux ou mystiques, et certains de ceux qui venaient les voir croyaient assister à des miracles. Cependant, de façon suspecte, certaines jeunes filles jeûneuses ou leurs parents faisaient payer les visiteurs pour des lectures et d'autres aspects de leurs soi-disant capacités mystiques. Alors, afin de mieux comprendre ce qui était en jeu, examinons quelques-uns des exemples les plus célèbres de jeunes filles jeûneuses qui ont acquis la renommée et l'infamie au cours du XIXe siècle. L'une des jeunes filles jeûneuses les plus célèbres d'Amérique était Mary Fancher, généralement connue sous le nom de Molly Fancher. Son histoire est vraiment très étrange. Née en 1848 à Brooklyn, New York, elle a connu dès son adolescence, au milieu des années 1860, une série d'événements malheureux. D'abord, elle a été projetée d'un cheval alors qu'elle montait à Prospect Park et sa tête a heurté le trottoir. Par la suite, elle a commencé à souffrir de maux de tête et de crises de fatigue. Ensuite, un an plus tard, elle a été traînée sous un tramway de la rue Fulton, sous lequel elle a essayé de tomber en descendant. Cela lui a blessé la colonne vertébrale et elle en est devenue très malade. Cependant, Fancher pouvait encore fonctionner au quotidien. Ceci jusqu'au 3 février 1866, quelques mois après l'incident de Fulton Street, lorsqu'elle a eu une sorte de crise au cours de laquelle elle semblait à moitié possédée et s'est retrouvée à se tordre sur le sol de la cuisine de la famille Fancher. Elle a été transportée dans son lit où elle était restée les 50 années suivantes. Fancher a rapidement acquis une réputation à la fois pour ses pouvoirs psychiques et pour ses jeûnes interminables. Elle était parfois alimentée de force, mais à d'autres moments, elle aurait passé des mois entiers sans manger. Elle était souvent dans un état proche de la transe et s'est forgé une réputation de clairvoyante lorsqu'elle se trouvait dans cet état. Bientôt, les journaux commencèrent à la surnommer « l'énigme de Brooklyn ». Le grand impresario Phineas Taylor Barnum a même essayé de la convaincre de rejoindre son spectacle, mais elle a refusé. Quelques années plus tard, ses transes diminuèrent et elle développa 5 personnalités distinctes,
idoles, rayons de soleil, rubis, perles et boutons de rose. Finalement, au cours des années 1880 et 1890, la presse perdit tout intérêt pour elle et elle disparut de la conscience publique. Impossible de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Faisait-elle semblant d'agir ainsi pour gagner de l'argent avec ses lectures de clairvoyance ? Était-elle mentalement perturbée ? Son jeûne était-il un signe d'anorexie ? Pour Fantra, c'est vraiment difficile à dire. L'un des cas les plus célèbres d'une personne jeûnant au XIXe siècle concerne Anne Moore, même si ce n'était pas une jeune fille. Moore avait la quarantaine lorsqu'elle est devenue célèbre à l'automne de 1808, après qu'on l'eut observé ne pas manger pendant 16 jours et 16 nuits, à son domicile à Tutbury, Staffordshire, Angleterre. La surveillance visait à valider ces affirmations, déjà répétées depuis des années. La renommée de Moore s'était étendue à toute la Grande-Bretagne, aux États-Unis et ailleurs, et on croyait même qu'elle avait survécu 5 ans sans nourriture. Bien qu'elle ne soit pas, à proprement parler, une jeune fille jeûneuse, l'histoire de Moore est importante car elle a inspiré certaines de celles qui, plus tard au XIXe siècle, comme Fan Shaw, ont commencé à considérer leur abstinence de nourriture comme un don religieux. Elles auraient sans doute été surprises d'apprendre que Moore était une imposture. Elle avait développé des méthodes pour cacher de la nourriture dans sa chambre et la manger, même sous surveillance. On pense que cela était possible grâce à l'aide de sa fille, qui plaçait une serviette imbibée de bouillon sur sa bouche et transmettait la nourriture de sa propre bouche à celle de sa mère en l'embrassant. Bien qu'elle fût une fraude, Moore acquit une réputation notable grâce à son jeûne prétendument miraculeux et généra ainsi beaucoup de revenus. Elle est morte en 1813 à 53 ans, quelques mois seulement après avoir été surveillée par l'écrivain et ecclésiastique local Legge Richmond. Tout au long du XIXe siècle, de nombreuses autres jeunes filles ont jeûné et plusieurs cas ont été mortels. L'une d'elles était Leonora Eaton, une jeune fille du New Jersey issue d'une famille aisée. Ces affirmations furent testées en 1881, mais elle est morte 1 mois après l'arrivée des observateurs. D'autres furent aussi démasquées comme fraudeuses, à l'instar d'Anne Moore des décennies auparavant. Par exemple, 8 ans après la mort d'Eaton, au nord au Québec et au Canada, Joséphine Marie Bédard a été découverte ayant fabriqué ces déclarations. Lorsque des observateurs sont venus chez elle, ils ont vu de la nourriture lui être discrètement apportée, et à un moment donné, elle a même volé de la nourriture dans leurs propres assiettes. En matière de fraude, ce n'était pas l'opération la plus sophistiquée. Enfin, bien qu'elle ait vécu bien plus tard que les autres, Thérèse Neumann, une Allemande née en Bavière en 1898, est souvent considérée comme une des dernières jeunes filles jeûneuses. En 1918, elle a été partiellement paralysée après être tombée d'un tabouret. Ce n'était que le premier d'une longue série d'accidents et de maladies qui ont frappé Neumann, qui affirmait pouvoir se guérir elle-même à plusieurs reprises. Elle affirmait également s'être abstenue de manger et de boire à partir de 1927, après avoir été, selon elle, visitée par une sainte qui lui aurait dit qu'elle n'avait plus besoin de nourriture ni de boisson. Cette année-là, Neumann a été surveillée 2 semaines par une équipe médicale souhaitant vérifier ses dires. Ils ne l'ont pas vue manger ni boire durant cette période, mais elle a tout de même pris du poids après 2 semaines. Elle est morte en septembre 1962, à 64 ans, d'un arrêt cardiaque. Malgré la tragédie entourant bon nombre de ces jeunes filles jeûneuses, sans aucun doute, le cas le plus déchirant fut celui de Sarah Jacobs. Jacobs était une jeune fille galloise née à Carmarthenshire le 12 mai 1857. Elle venait d'une famille pauvre, car son père, Evan Jacobs, était un modeste agriculteur de subsistance. Un jour, Sarah arrêta de manger et de boire, et la nouvelle se propagea vite au pays de Galles. Finalement, la nouvelle de son jeûne présumé parvint aux médias, et une équipe médicale d'infirmières fut envoyée chez les Jacobs pour observer Sarah. Cependant, il semble probable que, dans le cas de Neumann et de certaines autres jeunes filles pratiquant le jeûne, de la nourriture et des boissons leur étaient non secrètement données, même pendant ces périodes d'observation.
Dans le cas de Sarah Jacobs, ses parents Evan et Anna Jacobs semblaient avoir réellement décidé de ne pas la nourrir pendant la période d'observation. Malheureusement, elle est décédée pendant l'observation car elle s'était réellement privée de nourriture et de boissons pendant plus d'une semaine. Le manque d'eau a été la cause de sa mort, car elle aurait probablement pu survivre à la période d'observation sans nourriture. Elle est décédée à 12 ans, après avoir, disait-on, passé 113 semaines sans manger. Lors de l'autopsie, des preuves ont été trouvées qu'elle avait une bouteille d'eau dans son lit, mais qu'elle n'avait pas pu l'ouvrir pendant qu'elle s'en était observée. Pour leur implication dans cette supercherie, ses parents ont été condamnés pour homicide involontaire. Curieusement, aucune charge n'a été retenue contre l'équipe médicale qui l'a pourtant vue mourir sous ses yeux. Tout cela soulève la question suivante. Quelle était la véritable explication derrière les jeunes filles jeûneuses et leurs actions ? Comme le montrent les cas d'Anne Moore et Joséphine Marie Bédard, la fraude était souvent l'objectif. À mesure que la renommée des jeunes filles et femmes jeûneuses se répandait au XIXe siècle, il était possible de gagner de l'argent en faisant payer l'entrée dans la maison de la jeune fille jeûneuse ou en vendant des histoires aux journaux. Ainsi, il y avait une incitation à tout simplement tout inventer. Beaucoup de gens croyaient en son style qu'il s'agissait d'interventions religieuses et que certaines jeunes filles jeûneuses étaient en communion soit avec Dieu, soit avec des démons. Il faut se rappeler ici que le mouvement spiritualiste qui mettait l'accent sur les miracles religieux et d'autres éléments de croyance presque magiques était à son apogée au milieu du XIXe siècle. Il serait facile de rejeter cela, comme une superstition ridicule aujourd'hui, mais dans le cas de quelqu'un comme Molly Fanshawe, il devait être difficile de l'expliquer autrement. Après tout, il s'agissait d'une jeune femme qui était restée sous le regard des médias pendant des années, dans un état proche de la transe et qui, au total, a passé 50 ans confinée chez elle, produisant souvent des révélations psychiques et des lectures clairvoyantes. Il devait sembler à beaucoup de gens que l'énigme de Brooklyn avait réellement vécu une intervention religieuse. Cependant, l'explication la plus logique dans certains cas est probablement la plus plausible, et il semble que pour beaucoup de ces jeunes filles jeûneuses, le problème venait de leur propre santé mentale. La plupart des chercheurs sont désormais arrivés à la conclusion que le phénomène des jeunes filles jeûneuses était au moins en partie causé par une forme d'anorexie mentale du XIXe siècle, un trouble alimentaire dans lequel les individus s'abstiennent de manger en raison d'une mauvaise image d'eux-mêmes et d'une peur totalement excessive de prendre du poids. En général, on pense que l'anorexie est une maladie qui est apparue à la fin du XXe siècle, à cause de la pression sur les jeunes femmes pour être minces. Cependant, du point de vue des jeunes filles qui jeûnaient, il est important de noter que le terme anorexie mentale utilisé pour la première fois en 1873, lorsque Sir William Gall, un médecin anglais, l'a étudié de manière systématique pour la première fois et a donné son nom à cette affection. Ainsi, à peu près au moment où les jeunes filles jeûneuses attiraient froid l'attention du public, l'anorexie commençait à devenir un problème suffisamment important en Grande-Bretagne pour que les médecins commencent à l'étudier. Il est plausible que des jeunes filles jeûneuses comme Sarah Jacobs et Lenora Eaton aient été anorexiques, ce qui aurait initialement forgé leur réputation de survivre sans manger. Cela aurait plus tard des conséquences tragiques dans leur cas. Par conséquent, au-delà des mythes et des rumeurs de communication religieuse avec le céleste à travers leur jeûne, ou de figures comme Fancher et Jacobs possédant des pouvoirs magiques, certaines de ces jeunes filles jeûneuses étaient très probablement ce qu'elles semblaient être, des exemples des premiers cas, tristement célèbres, d'anorexie dans la société moderne. Pour notre prochaine histoire, nous retournons dans une petite ville de France où une femme a été enfermée par sa famille pendant plus de 25 ans. Blanche Monnier est née le 1er mars 1849 à Poitiers, dans la Vienne, à l'ouest de la France. Les Monnier étaient une famille bourgeoise bien établie de la ville, avec de légères prétentions aristocratiques à une époque où la noblesse française connaissait un renouveau après le farouche républicanisme de la fin du XVIIIe siècle. Le père de Blanche était Émile Monnier,
le doyen de la faculté des arts à l'université locale, tandis que sa mère, Louise Monnier, était une mondaine française bien connue. Émile Monnier avait aussi reçu le prestigieux prix du Comité des bonnes œuvres. Il s'agissait d'un mérite accordé dans la France du XIXe siècle aux personnes considérées comme ayant apporté des contributions significatives à leur communauté et faisant preuve d'une grande vertu. De plus, la famille avait des liens avec la haute société parisienne. Ainsi, Blanche Monnier est née dans une famille qui, en apparence, était composée de membres respectables de la communauté de Poitiers, mais son histoire allait prouver qu'ils étaient tout le contraire. Les premières années de Blanche furent en grande partie sans histoire. Elle allait à l'école, fréquentait les cercles mondains de Poitiers et se rendait souvent à Paris, qui n'était qu'à 4 heures de route. En entrant dans l'âge adulte, elle devint une beauté remarquable, avec des cheveux bouclés, une peau claire et de grands yeux brillants. Mais un terrible destin l'attendait. Au milieu des années 1870, alors qu'elle approchait de la vingtaine, Blanche rencontra et tomba amoureuse d'un jeune homme de Poitiers. Bien qu'il fût avocat, une profession généralement réputée pour ses hauts salaires, l'homme venait d'un milieu modeste et avait peu de clients dans la société restreinte de la ville provinciale. De plus, il était nettement plus âgé que Blanche. Ainsi, bien qu'il puisse mener une vie tout à fait convenable, les parents de Blanche n'étaient pas impressionnés par lui en tant que prétendant potentiel pour leur fille. Au lieu de cela, ils l'imaginaient épouser la petite noblesse de l'ouest de la France, ou, étant donné sa beauté, former une union avec un membre de la haute société parisienne, alors que le pays entrait dans la belle époque. Blanche, cependant, resta éprise de son prétendant plus âgé, et c'est sa réticence à abandonner cette relation qui lui valut une certaine notoriété que personne ne souhaiterait vraiment avoir. Son refus de mettre fin à sa relation avec celui que sa mère appelait l'avocat sans le sou poussa ses parents, avec l'aide du frère de Blanche, Marcel, à l'enfermer dans une petite pièce de leur grande maison à Poitiers, le 1er mars 1875. Ce qui tombait le 26e anniversaire de Blanche. Confinés dans cette petite chambre, les Monnier dirent à leur fille qu'ils ne la libéreraient que lorsqu'elle accepterait de mettre fin à la relation et d'abandonner toute idée d'épouser son prétendant avocat. L'affaire aurait pu se terminer peu de temps après, mais pour une raison qui n'est pas tout à fait claire, ce ne fut pas le cas. Et alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, Blanche resta emprisonnée dans la petite chambre de la maison de ses parents à Poitiers. Avec le temps, pour Dranfontin, pour des raisons qui, à ce jour, ne sont toujours pas entièrement claires, cela s'est transformé en un emprisonnement permanent. Comme nous le verrons, c'était un enfermement épouvantable. On pourrait se demander à ce stade comment Blanche a pu disparaître sans que personne ne s'en inquiète ou ne cherche à savoir où elle était passée. On pourrait répondre qu'il y a eu de nombreuses personnes qui se sont effectivement inquiétées de son sort dans les semaines et les mois qui ont suivi sa disparition au printemps de 1875. Les voisins étaient inquiets, tout comme ses amis, et le fidèle amant de Blanche a tenté de découvrir où elle se trouvait, mais avec le temps, les recherches ont cessé. Personne n'aurait imaginé qu'une des familles tant les plus respectées de Poitiers avait emprisonné un membre de sa propre famille dans une pièce et avait simplement décidé de la laisser enfermer là indéfiniment. De plus, si quelqu'un a effectivement signalé sa disparition aux autorités, il est évident que ces signalements ont été ignorés. Peut-être que les gens croyaient simplement que Blanche était partie vers le soleil de Paris. Au fil des années, Blanche continua de rester enfermée dans la maison de ses parents à Poitiers. Bien qu'il semble relativement clair que la mère de Blanche était principalement responsable des terribles conditions dans lesquelles elle avait placé sa fille, il est tout à fait évident que d'autres membres de la famille étaient également impliqués, même si le rôle de son père, Émile, prit fin lorsqu'il mourut en 1879, 4 ans après que Blanche eût été enfermée dans la chambre. Par la suite, ce furent principalement Louise Monnier et son fils, le frère de Blanche, Marcel, qui s'occupèrent des craintes de garder Blanche enfermée à clé. Son emprisonnement était brutal. Elle était enfermée chaque année dans une chambre mansardée.
Elle avait une petite fenêtre, mais celle-ci avait été obscurcie et il n'y avait aucune lumière naturelle de quelque sorte que ce soit. La porte était verrouillée de l'extérieur et Blanche dépendait totalement de ses ravisseurs pour survivre. La véritable ampleur des conditions horribles serait révélée en temps voulu. Pendant ce temps, au fil des années, les raisons initiales de l'emprisonnement de la jeune femme disparurent. L'avocat qu'elle courtisait et dont la relation avec elle avait été la raison apparente de sa détention par sa famille mourut en 1885, près d'une décennie après son premier emprisonnement. Pourquoi sa mère et son frère ont continué à la maintenir dans cette situation tortueuse par la suite reste un mystère. Peut-être pensait-il que si elle était libérée, elle les dénoncerait aux autorités, et c'était un risque qu'ils n'étaient pas prêts à prendre, surtout qu'ils étaient une famille reconnue à Poitiers. Pourtant, cela a persisté chaque année. Au bout d'un certain temps, les habitants de leur quartier à Poitiers ont dû en grande partie l'oublier, tout comme ses anciens amis et connaissances. Cela dit, il y a eu de temps en temps des incidents que les gens ont notés comme étant étranges de nombreuses années plus tard. Par exemple, dans les années 1900, une voisine a raconté un épisode survenu en 1892 où elle pensait avoir entendu une femme crier depuis la maison Monnier. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention, mais plus tard, lorsque la vérité sur ce qui s'était réellement passé a été révélée, tout cela a pris beaucoup plus de sens. De toute évidence, quelqu'un avait appris ce qui se passait, et plus de 25 ans après l'emprisonnement de Blanche, un héros anonyme lui est venu en aide. Le 23 mai 1901, un procureur général de Paris a reçu une lettre anonyme relatant la situation de Blanche Monnier. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous informer d'un fait d'une gravité exceptionnelle. Je parle d'une vieille fille qui est enfermée dans la maison de Madame Monnier, à moitié affamée et vivant sur une litière putride depuis 25 ans, en un mot dans sa propre saleté. À la lumière des rapports sur l'état de Blanche dans les jours qui ont suivi, il est évident que, qui que soit cet informateur anonyme, il avait été témoin de première main des conditions qui régnaient dans la chambre où elle était emprisonnée, mais l'identité de son sauveur demeure inconnue à ce jour. La police parisienne et poitevine a agi rapidement à la suite de ce rapport inquiétant. En quelques jours, ils ont investi la maison des Monnier et l'ont fouillée de fond en comble. Pendant un certain temps, ils ne trouvèrent rien d'anormal en parcourant les étages inférieurs, mais au bout d'un moment, ils arrivèrent devant une porte cadenassée de l'extérieur. La police ne perdit pas de temps et, au lieu d'attendre que les Monnier produisent une clé, ils enfoncèrent pour la porte. Ils découvrirent une scène d'horreur. La première chose qu'ils remarquèrent fut l'odeur, une puanteur nauséabonde, produite par des décennies de saleté, qui n'avait pas été éliminée par les ravisseurs de Blanche. Cependant, ce n'est qu'en retirant les rideaux, lourds de poussière de la petite fenêtre, puis en arrachant les volets épais qui empêchaient toute lumière de pénétrer depuis 26 ans, qu'ils prirent pleinement conscience de l'ampleur du mal qui s'était produit ici. Blanche était allongée complètement nue dans une pièce remplie d'immondices. Des restes de nourriture jonchaient la pièce. L'air était putride et des insectes couraient partout dans l'endroit. Blanche était absolument terrifiée par l'intrusion de ces étrangers dans sa prison après plus d'un quart de siècle de confinement. Malheureusement, son esprit était complètement perdu et elle ne pesait qu'un peu plus de 25 kilos, soit environ 4 pierres. Le rapport de police a ensuite donné un compte-rendu complet de ce qu'ils ont découvert. Nous avons aussitôt ordonné d'ouvrir la fenêtre. Cela a été fait avec beaucoup de difficultés, car les vieux rideaux sombres sont tombés dans un nuage épais de poussière. Pour ouvrir les volets, il a fallu les retirer de leur gonds, droit. Dès que la lumière entra dans la pièce, nous remarquâmes au fond, allongé sur un lit, la tête et le corps couverts d'une couverture répugnante de saleté, une femme identifiée comme Mademoiselle Blanche Monnier. La malheureuse femme gisait nue sur un matelas de paille pourrie. Tout autour d'elle s'était formée une sorte de croûte faite d'excréments, de morceaux de viande, de légumes, de poissons et de pain pourri. Nous avons aussi vu des coquilles d'huîtres et des insectes sur le lit de Mademoiselle Monnier. L'air était tellement irrespirable.
L'odeur de la chambre était si forte qu'il nous était impossible de rester pour poursuivre notre enquête. Dans les heures qui ont suivi, la police et les autorités médicales ont sorti Blanche de cette chambre d'horreur. Sa mère et son frère ont été aussitôt arrêtés. Alors que la nouvelle se répandait, une foule s'est réunie devant la maison et y est restée plusieurs jours, réclamant la tête de Louise et Marcel Monnier. Aucune justice ne serait rendue. La mère âgée de Blanche est morte d'une crise cardiaque quelques jours plus tard, échappant ainsi à la punition qu'elle méritait tant. Il s'est ensuite avéré que Marcel Monnier était lui-même en grande partie psychologiquement incapable, et bien qu'il ait été initialement condamné à 15 mois de prison, il a ensuite été acquitté et libéré. Après le procès, Marcel a vendu tous les biens de la succession de sa mère et s'est retiré à Ciborgue, une commune du sud-ouest du pays. Il possédait également une maison de campagne dans le centre de la France, où il est finalement décédé en juin 1913. Blanche ne s'est jamais rétablie, bien qu'il y ait eu quelques progrès limités et qu'au moins certains membres du personnel médical ayant pu lui offrir des soins humains dans les années qui ont suivi. Elle avait 52 ans au moment où elle a encore été secourue, et elle vivra encore 12 ans. Elle a séjourné plusieurs années dans un hôpital psychiatrique à Blois, au centre de la France. Cependant, elle était tourmentée par plusieurs troubles psychologiques, notamment l'anorexie et la schizophrénie. Son emprisonnement l'avait aussi affectée de bien d'autres façons. Par exemple, elle avait développé une aversion extrême à la lumière vive à la suite d'un manque de soleil pendant plus d'un quart de siècle. Blanche est décédée le 13 octobre 1913. Elle avait 64 ans et avait passé presque toute sa vie adulte, soit emprisonnée, soit confinée dans un hôpital psychiatrique à cause des séquelles mentales de sa détention antérieure. Son histoire m'a été largement rapportée au début des années 1900 en France, mais elle a également été racontée à nouveau et est devenue connue d'une nouvelle génération en 1930 lorsque l'auteur français André Gide, lauréat du prix Nobel de littérature en 1947, en a parlé dans son roman La séquestrée de Poitiers, ce qui signifie « La femme séquestrée de Poitiers ». C'était une version semi-romancée de l'histoire de Blanche, où André Gide a seulement changé les noms des principaux personnages. Le récit de Gide a ensuite influencé Michel Fougueur lorsqu'il a écrit Surveiller et punir, naissance de la prison, l'une de ses œuvres les plus importantes. Ainsi, l'horrible histoire de Blanche Monnier a eu une postérité considérable dans la littérature française du XXe siècle. L'époque victorienne a fait de la Grande-Bretagne la première puissance industrielle, mais aussi un lieu sombre où les récits surnaturels étaient en courant. L'un de ces récits y concernait Jack Talon à ressort, raconté avec justesse par Mortis Media. Par une fin de journée d'automne, une jeune fille du nom de Mary Stevens se rendait à son travail à Lavender Hill, un quartier qui se trouvait alors à la lisière sud-ouest de Londres et qui, quelques décennies plus tôt, faisait encore partie de la campagne au-delà de la ville. Mary Stevens venait tout juste de quitter Battersea, où elle avait rendu visite à ses parents. Alors qu'elle traversait Clapham Common, entre Battersea et Lavender Hill, un incident terrifiant se produisit. Une silhouette étrange, presque démoniaque, surgit d'une ruelle et se jeta sur elle. La créature attaqua Mary Stevens, lui lacérant la chair avec ses griffes à la place des mains. Mary Stevens rapporta plus tard que le contact de la créature était froid. Elle a crié quand la créature l'a attaquée, surprenant la silhouette qui l'a lâchée et s'est enfuie. C'était apparemment la première apparition de l'entité qui allait bientôt être connue sous le nom de Jack Talons à ressort. En novembre 1837, de nombreuses autres apparitions furent signalées à Londres. Il décrivait une créature qui apparaissait soudainement, sautant d'incroyables distances devant des personnes ou des voitures dans les rues de Londres. Plusieurs cochers ont rapporté avoir dû tenter soudainement d'arrêter les chevaux, tirant leur voiture, lorsque la créature apparaissait presque de nulle part devant eux, puis s'éclipsait tout aussi rapidement.
Un autre témoin affirma que l'agresseur mystérieux avait sauté par-dessus un mur de près de 3 mètres de haut, tout en ricanant de façon maniaque. En quelques semaines, les récits concernant cette étrange entité circulaient largement dans tout Londres, et beaucoup se demandaient qui ou quoi avait attaqué Mary Stevens et plusieurs autres personnes. À la fin de l'an 1837, l'inquiétude était telle que le maire de Londres, Sir John Cowan, publia une lettre dans le journal The Times au début de l'an 1838, tentant d'apaiser les craintes concernant ces apparitions. Dans cette lettre, le maire rassure les Londoniens en expliquant qu'il s'agissait simplement d'une personne déguisée qui parcourait les villages près de Londres sous 3 formes, fantôme, ours et diable. Cependant, il a été affirmé qu'il s'agissait du résultat d'une farce très probablement orchestrée par un membre de l'aristocratie britannique, car ils auraient les fonds nécessaires pour organiser ces canulars élaborés. Plusieurs apparitions tristement célèbres ont suivi en début d'année. En 1838, l'un de ces événements s'est produit dans la nuit du 19 février, lorsque Jane Alsop, âgée de 18 ans, a ouvert la porte de la maison de son père à Old Ford, dans ce qui est aujourd'hui la région de Tower Hamlets à Londres. Elle déclara plus tard qu'en ouvrant la porte, elle trouva quelqu'un se disant policier, vêtu d'une grande cape. Lorsqu'elle apporta une bougie, la silhouette l'attaqua, vomissant selon elle des flammes bleues et blanches, puis tenta de lui déchirer le cou et les bras avec des mains en forme de griffes. Après quelques instants terrifiants, la créature s'enfuit à travers les champs. Une enquête policière a suivi, mais elle n'a pas abouti. Un voisin a signalé avoir vu un jeune homme portant une grande cape à proximité au moment de l'attaque, mais le seul suspect était un menuisier local appelé Milbank, dont l'alibi était qu'il était tellement ivre ce soir-là qu'il ne se souvenait plus où il avait été ni ce qu'il avait fait. Milbank aurait apparemment affirmé lors d'une visite au pub à l'époque qu'il était Springfield Jack, mais la police a finalement conclu qu'il n'était qu'un ivrogne grande gueule. L'affaire d'Alsop pourrait de toute façon avoir été entièrement inventée, car elle était la seule victime à avoir affirmé que Jack lui avait réellement parlé avant de l'attaquer. Peut-être cherchait-elle à attirer l'attention. De nombreuses attaques ont été signalées dans les semaines suivantes à Londres et dans ses environs. Par exemple, le dernier jour de février 1838, Lucy Scales, 18 ans, qui, comme Alsop, avait 18 ans, a été attaquée dans une ruelle du quartier de Limehouse, dans la ville. Elle a dit que Jack lui avait soufflé du feu bleu au visage, ce qui l'a rendue hystérique. La police a continué d'enquêter sur ce genre d'apparition et une récompense a été offerte pour toute information. Mais à ce stade, les premières apparitions inspiraient manifestement des imitateurs amateurs et il devenait de plus en plus difficile de distinguer les véritables témoignages des simples rumeurs. Les journaux n'arrangeaient rien, certains publiant des récits sensationnalistes affirmant que des personnes étaient mortes de peur après avoir été attaquées par Jack dans les rues. À ce moment-là, les caractéristiques supposées de Jack Talon à ressort étaient largement établies. On disait que son principal trait était son agilité, se déplaçant très rapidement et capable de sauter 10, 15, voire 20 pieds. Certains y voyaient des pouvoirs paranormaux ou surnaturels, mais d'autres, qui continuaient à croire qu'il devait y avoir une explication logique au phénomène, eurent vite l'idée que le personnage mystérieux avait des ressorts insérés dans les talons de ses chaussures, ce qui le propulsait vers le haut et lui permettait de sauter de telles distances. Ainsi naquit le nom de Jack Talon à ressort, qui semble s'être largement répandu à la fin du printemps de 1838. À la fin du début de l'été 1838, Jack Talon à ressort faisait sensation dans tout Londres, apparaissant régulièrement dans les journaux, romans à 2 sous et sur les scènes londoniennes. Pourtant, c'est au sommet de sa renommée que les signalements de Jack diminuèrent. À la fin de 1838, les rapports officiels d'attaque de sa part avaient cessé dans la capitale et les rares cas où il aurait prétendument fait son apparition provenaient d'autres régions d'Angleterre où la nouvelle de cet agresseur surnaturel inspirait tardivement des imitateurs dans les campagnes. En 1839, l'hystérie s'était en grande partie apaisée
et Jack était devenu davantage un personnage littéraire qu'une personne que l'on craignait réellement de croiser dans une ruelle de Londres. Au cours de 1840, il développa une sorte de personnage folklorique, une espèce de bandit surnaturel, que l'on croyait attaquer les voyageurs solitaires sur les routes quittant Londres. Parfois, une attaque présumée était signalée officiellement. Ce fut le cas d'une femme qui fut agressée à Teignmouth en 1847 et la police pensa que Jack Talon à ressort pouvait être revenu pour terroriser les habitants de la ville 10 ans après sa première apparition. Plus tard, le spectre de Jack Talon à ressort fut de nouveau évoqué au début des années 1870, lorsqu'on rapporta des apparitions de fantômes en succession rapide à Peckham, dans le sud-est de Londres, et dans le Sussex. Les derniers témoignages sur le retour de Jack Talon à ressort datent de 1904 à Liverpool, plus de 65 ans après sa première apparition à Londres. En cherchant à comprendre le phénomène de Jack Talon à ressort, les historiens et les commentateurs culturels ont proposé des avis et des théories différents pour expliquer l'ensemble de l'épisode. Certains ont cherché des réponses dans le paranormal. De nombreux auteurs du XXe siècle suggèrent que Jack était un extraterrestre, tandis que d'autres l'imaginent comme une créature mi-homme, mi-monstre, une entité cryptozoologique proche du Bigfoot ou du Chupacabra. Les occultistes ont également tenu à affirmer que Jack était un exemple de diable ou d'une autre créature démoniaque se manifestant. Selon cette théorie, des occultistes ou un adepte de magie noire auraient invoqué Jack Talon à ressort, qui aurait terrorisé le Grand Londres avant d'être rappelé en enfer en 1838. D'autres ont encore soutenu que tout élément surnaturel impliqué se produisait en réalité dans l'esprit des premières victimes présumées de Jack. Selon cette perspective, la première apparition de Jack, observée par des personnes comme Mary Stevens, serait due à des témoins drogués, ivres ou mentalement perturbés. Selon cette théorie, les premières apparitions étaient le fruit de l'imagination, les suivantes résultaient d'hystérie ou d'imitateurs. Une théorie qui a gagné beaucoup de terrain à l'époque et qui a été évoquée dans la lettre que le maire de Londres a publiée dans le Times en janvier 1838 était que Spring You Jack était une ruse élaborée, orchestrée par un membre de la noblesse. Cette théorie soutenait à l'époque qu'un noble avait perdu un pari et que le paiement consistait à fabriquer l'apparition d'un être surnaturel autour de Londres. Et il y a une certaine crédibilité à cela. Un aristocrate britannique aurait eu les moyens de financer une telle escroquerie, car le Londres du XIXe siècle regorgeait de tables de jeu à gros enjeux, propices à ce type de pari. Cette théorie était tellement populaire qu'elle a suscité de nombreux débats sur l'identité du noble. La plupart s'étaient mis d'accord sur l'idée que le père irlandais, Henry de la Poix Beresford, troisième marquis de Waterford, en était responsable. Beresford était un jeune noble d'une vingtaine d'années à l'époque et il faisait régulièrement la une des journaux pour avoir provoqué des troubles publics avec une bande de compagnons ivres qu'il gardait comme entourage. En avril 1837, ils arrivèrent ivres à Melton Mowbray, attaquèrent un gardien de péage et un agent de police, puis les couvrirent de peinture rouge. Beresford comparaissait souvent devant les tribunaux pour des accusations liées à l'incident de Melton Mowbray et à d'autres faits de hooliganisme dans les années 1830. Par conséquent, beaucoup de gens à l'époque en sont venus à penser qu'il avait financé quelqu'un qui savait cracher du feu et se déguiser, et qui possédait une sorte de botte à ressort qui lui donnait l'apparence supplémentaire de quelqu'un capable de bondir et de sauter des distances anormales. Ce n'est pas impossible, mais cela reste une hypothèse non prouvée avec certitude. Cependant, l'histoire de Jack Talon à ressort pourrait aussi être un exemple du rasoir d'Occam. La théorie dit que l'explication la plus simple est la plus probable. Dans ce cas, l'explication la plus probable est qu'une société encline à croire aux légendes sur les monstres gothiques et le surnaturel était prêt à exagérer complètement un conte populaire développé en 1837.
Au XIXe siècle, les récits de surnaturel et d'horreur gothique étaient nombreux. Il y avait régulièrement des signalements d'apparitions de fantômes et d'autres entités dans la ville de Londres à partir des années 1800. Au moment où Jack Talons à ressort a soudainement commencé à apparaître dans Londres, les récits de surnaturel, les histoires d'horreur et celles de monstres étaient publiés et trouvaient un large public à travers l'Angleterre sous la forme des Penny Dreadful, des publications de fiction bon marché. C'était aussi le siècle des récits d'horreur gothique d'Edgar Allan Poe, du Frankenstein de Mary Shelley et du Dracula de Bram Stoker. Dans ce contexte, il est tout à fait plausible que l'histoire de Jack Talons à ressort soit basée sur un événement inexplicable et inhabituel survenu à la fin de 1837 et que la plupart de ce qui a suivi soit dû au fait que les gens laissaient libre cours à leur imagination à une époque où ils étaient déjà prêts à croire au surnaturel et à des personnages tout droit sortis des Penny Dreadfuls. Comme l'a noté Guillaume d'Occam, l'explication la plus évidente est la plus probable. Au XIXe siècle, des millions de Britanniques ont émigré aux États-Unis pour une vie meilleure. L'une de ces femmes était Anne Trolloman, mais elle allait plus tard acquérir une sinistre réputation à New York pour ses actes sombres. Anne Trull est née le 6 mai 1812 dans la ville de Penswick, dans le Gloucestershire, au sud-ouest de l'Angleterre. Son père John Trull était ouvrier et la famille n'était pas aisée. En conséquence, Anne a commencé à travailler alors qu'elle était à peine adolescente, comme domestique dans la maison d'un boucher. C'était un fait de vie bien trop courant dans la Grande-Bretagne du XIXe siècle, où les enfants étaient envoyés travailler dans des usines et d'autres établissements. Dès l'âge de 9 ans, Anne s'est également mariée alors qu'elle était jeune. À 16 ans, elle a épousé Henry Somers, un tailleur du Wiltshire. Mais elle s'est vite rendue compte qu'il était alcoolique et à ce moment-là, Anne était déjà enceinte de leur premier enfant, une fille née en 1830 qu'ils ont appelée Caroline. À ce moment-là, leurs perspectives économiques déclinaient clairement déjà en Angleterre, et en 1831, la jeune famille a mis les voiles pour les Amériques, faisant partie des dizaines de millions d'Européens qui ont fait de même au cours du XIXe siècle. À son arrivée aux États-Unis, la situation d'Anne ne s'est pas améliorée. Elle et Henry se sont installés sur William Street, au sud de Manhattan à New York. Mais peu après, en 1833, Henry est mort de la fièvre typhoïde. Ainsi, la veuve Somers se retrouva loin de chez elle, à lutter pour joindre les deux bouts à New York afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa petite fille. Nous n'aurions sans doute jamais connu Anne Troll, et de son alter ego Madame Restel, si ce n'avait été pour son second mariage. Cela s'est produit en 1836 lorsque Anne a épousé Charles Loman, un imprimeur de 27 ans, bien éduqué, qui travaillait pour le New York Herald. Il avait lui-même immigré en Amérique et était d'origine allemande et russe. Grâce à son second mari, Anne s'est intéressée à la contraception et au contrôle de la population. Charles appartenait à un cercle de penseurs et philosophes radicaux à New York, préoccupé par la forte croissance démographique des États-Unis et de plusieurs pays européens depuis le début du XVIIIe siècle. En raison de cet intérêt, il avait fini par publier un certain nombre d'articles sur les questions de population dans les années 1830 et elle-même ne tarda pas à développer un intérêt pour la contraception. Encouragée par Charles, elle reçut aussi l'aide de son frère Joseph, qui avait immigré en Amérique et travaillé dans une pharmacie à New York. Bientôt, elle avait mis au point une pilule contraceptive qui comprenait un mélange d'ingrédients tels que la menthe Pouliot, le purgatif noir, le sabine, l'ergot de seigle, la mauve et l'agripaume. Elle broyait ces ingrédients pour en faire pilules et poudres. Munie de ces produits, elle et Charles ont élaboré une histoire complexe pour son entreprise, affirmant qu'Anne avait une grand-mère en France, une certaine Madame Restel, qui lui avait montré la recette de ces pilules contraceptives pendant qu'elle visitait l'Europe pour se former comme sage-femme. À la fin des années 1830, Anne vendit ses pilules mensuelles pour femmes, sous le nom de Madame Restel. À cette époque, aux États-Unis, l'avortement et la contraception étaient légaux dans presque toutes les juridictions.
Par conséquent, Anne était libre de faire légalement la publicité de ses pilules contraceptives ou abortives dans les journaux de New York. Par exemple, sa première annonce a été publiée dans le New York Sun en mars 1839 et informait efficacement les femmes que si elles avaient une grossesse non désirée, elles pouvaient offrir un certain remède à celles qui se présentaient à son cabinet. C'était sur Greenwich Street, et c'est là que de nombreuses femmes de New York commencèrent à venir à partir de 1839 pour obtenir certains des remèdes de Madame Restel. Pilules mensuelles féminines et poudres préventives, comme on les appelait bientôt. Sinon, des personnes venant de l'extérieur de la ville lui écrivaient et un certain remède leur était envoyé par la poste. Les premières tentatives d'Anne dans les pilules et poudres contraceptives et abortives reposaient sur des remèdes populaires et des ingrédients d'une efficacité douteuse. Cependant, elle a rapidement élargi ses services vers des méthodes contraceptives et abortives de nature plus précise. En 1840, Madame Rester tenait une pension et se présentait comme médecin pour femmes. Certaines femmes y accouchaient tard d'enfants non désirés, qu'Anne plaçait dans de bons foyers grâce à ses contacts. Mais il était également évident que des avortements, tant par la prise d'avortifs que par des méthodes chirurgicales, avaient lieu ici. Ce n'était pas une violation de la loi de l'État de New York à l'époque, tant que l'avortement était pratiqué avant la sensation de mouvement du fœtus, c'est-à-dire le moment où la femme enceinte pouvait commencer à sentir le fœtus bouger, après quoi on considérait que l'enfant constituait une vie. Cela se produit généralement entre 16 et 20 semaines de grossesse, soit environ 4 à 5 mois. Ainsi, Anne ne risquait des ennuis juridiques si des services d'avortement n'étaient pas offerts aux femmes ayant dépassé ce stade de grossesse. Dès 1840, Anne a eu des ennuis juridiques, en raison du décès d'une femme appelée Maria Purdy, peu de temps après avoir subi un avortement dans la pension de Madame Restel. Pardoux avait avoué à son mari, sur son lit de mort, avoir subi un avortement, et il a ensuite contacté les autorités. La presse s'est déchaînée contre Restel, la qualifiant de monstre sous forme humaine, et l'a accusée de commettre des actes contre Dieu. Des poursuites judiciaires ont alors été engagées contre Anne, mais elle s'est défendue avec succès devant le tribunal. L'année suivante, Mary Rogers, célèbre beauté employée d'un bureau de tabac à New York, fut retrouvée morte dans la rivière Hudson. Un témoin a juré qu'elle avait été abandonnée après un avortement raté, rapidement lié à Madame Lestel, mais rien d'autre n'en est ressorti. Par la suite, au lieu d'être dissuadée de ses activités, Anne a en réalité étendu son travail d'avortement et de contraception, ouvrant des bureaux à Philadelphie et à Boston. L'affaire Madame Restel et la mort de Maria Purdy ont gagné en notoriété dans les journaux new-yorkais au début des années 1840, ce qui, avec un mouvement croissant contre l'avortement, a durci les lois par la suite. En 1845, l'avortement était largement interdit dans l'État de New York. De plus, les peines pour avoir pratiqué un avortement ont été considérablement augmentées. Désormais, pratiquer un avortement après les premiers mouvements du fœtus était jugé comme un homicide involontaire au second degré, passible de plusieurs années de prison. Les services d'Anne sont devenus de plus en plus clandestins au milieu des années 1840 à la suite de ces changements dans la loi de l'État de New York, mais elle a néanmoins continué son travail comme auparavant. Il convient de noter ici que Madame Restel n'était pas entièrement motivée par un désir idéologique de permettre aux femmes de contrôler leur propre capacité de reproduction, comme c'est le cas aujourd'hui pour de nombreux défenseurs du droit à l'avortement aux États-Unis et dans le monde. C'était sûrement un facteur dans son travail, mais elle était aussi fortement motivée par l'argent et il existe des preuves suggérant qu'à plus d'une occasion, elle était prête à aider à un avortement qu'elle avait d'abord refusé de faciliter lorsqu'on lui proposait une somme d'argent beaucoup plus élevée. Ce scénario a mené à son arrestation et à sa première incarcération. En 1847, New York fut de nouveau captivée par l'arrestation de Madame Restel. Elle avait apparemment facilité un avortement pour Maria Baldwin. Maria Baldwin était tombée enceinte de son employeur, qui avait offert à Madame Restel une somme exceptionnellement élevée pour interrompre la grossesse après son refus initial.
Apparemment, l'avortement a ensuite été pratiqué, mais lorsque Maria Baldin est tombée malade par la suite, elle a porté plainte. Madame Restel a soutenu lors du procès que la maladie de Maria Baldin était due à la syphilis dont elle souffrait, et non à ses propres actes, mais le tribunal et l'opinion publique étaient fermement opposés à la femme qui avait commencé à faire la publicité de ces pilules mensuelles pour femmes 8 ans plus tôt. Et là, elle a été reconnue coupable, condamnée à 1 an de prison à l'île Blackwell, sur l'actuelle île Roosevelt, dans l'East River. Une prison du 19e siècle n'était pas un endroit agréable, et l'on pourrait penser que l'expérience d'y passer 1 an aurait dissuadé Madame Restel de poursuivre son travail d'avorteuse par la suite. Mais ce ne fut pas le cas. Bien qu'elle ait affirmé qu'elle renoncerait à toute autre intervention chirurgicale d'avortement, elle a continué à vendre ses pilules et ses poudres et a repris son travail dans sa pension. Clairement, la société new-yorkaise et les autorités ont été dupées par cette ruse. En 1854, elle a demandé la nationalité américaine qu'elle a obtenue, tandis qu'à peu près à la même époque, le maire de New York, Jacob A. Westervelt, a assisté et officié au mariage de sa fille Caroline. Derrière la façade publique, cependant, Restel et son mari ont continué à proposer des services d'avortement illégaux. Avec l'interdiction croissante de ces services dans plusieurs États, des clientes parcouraient de longues distances pour avorter dans les célèbres bureaux de Madame Restel. Elle payait aussi grassement avec des frais standards allant de 50 à 100 $ et jusqu'à plus de 1000 $ pour les clientes aisées qui souhaitaient un peu plus de discrétion. Pourtant, à la fin des années 1850, la supercherie prit fin. Les journaux surnommèrent Madame Restel la femme la plus diabolique de New York et détaillèrent l'énorme fortune qu'elle et son mari avaient amassée grâce à leurs activités. Pour sa part, Anne se contentait de riposter à ces attaques par une démonstration ostentatoire de sa richesse, apparaissant en public dans les plus belles fourrures et portant des bijoux en diamants. Lorsqu'elle se déplaçait en ville, elle utilisait sa propre calèche privée tirée par 4 chevaux avec son propre cocher en livrée. Plus frappant encore, elle et Charles firent de construire un immense manoir comme résidence privée à l'angle de la 5e avenue et de la 52e rue Ancran. Durant les années 1850 et 1860, elle gagna des centaines de milliers de dollars, soit plusieurs dizaines de millions aujourd'hui ajustés à l'inflation. Malgré son mépris affiché pour la loi, Madame Restel réussit à éviter tout nouvel ennui judiciaire pendant de nombreuses années. Le déclenchement de la guerre de sécession en 1861 relégua la question de l'avortement et le débat qui l'entourait au second plan pendant de nombreuses années, si bien qu'Anne put poursuivre ses activités en grande partie sans entrave. Au début des années 1870, Madame Restel trouva un adversaire de taille, Anthony Comstock, militant anti-Weiss, qui fonda en 1873 la Société de New York pour la répression de Weiss. Comstock mena campagne contre tout, de l'avortement et la prostitution jusqu'au matériel érotique et aux jeux d'argent, et il était déterminé à provoquer la chute de Madame Restel. La même année où il fonda la Société pour la répression de Weiss, il réussit également à faire adopter par le Congrès américain une série de lois criminalisant l'envoi par courrier de publications obscènes, lubriques ou lascives, immorales ou indécentes. Cela incluait des choses comme les contraceptifs et les abortifs. La loi pour la répression du commerce et de la circulation de la littérature obscène et des articles à usage immoral devint rapidement connue sous le nom de loi Comstock, et c'est cette législation qui allait causer la chute de Madame Restel. Les lois Comstock prévoyaient des peines sévères. Fournir à quelqu'un des informations sur l'accès à des services abortifs ou contraceptifs pouvait entraîner une amende jusqu'à 2000 $ et 5 ans de prison. Ainsi, Anne a dû être plus prudente dans ses affaires à partir de 1873, mais la duplicité a conduit à sa chute, provoquée par nul autre que l'architecte des nouvelles lois, par une journée de printemps en 1878, Anthony Comstock. Il s'est présenté à la porte du bureau de Madame Restel en prétendant être un homme marié qui avait besoin de pilules contraceptives pour sa femme. Après qu'elle l'eut aidé, Comstock a emmené les pilules directement au poste de police.
Le lendemain, la police s'est présentée et a fouillé les lieux, trouvant des instruments qui auraient pu être utilisés pour pratiquer des avortements. Ainsi, Madame Restel a été arrêtée, inculpée, puis libérée sous caution. Peu après, des articles sont parus dans la presse new-yorkaise, signés par Madame Restel et d'autres, défendant divers points de vue sur l'affaire. Il semblait que cela allait donner lieu à un procès explosif sur la moralité ou l'immoralité de ce qu'Anne faisait depuis des décennies à New York, mais le procès n'a jamais eu lieu. À 65 ans et face à la perspective de passer le reste de sa vie en prison, la femme qui était devenue la faiseuse d'anges la plus célèbre de New York pendant plus de 40 ans mit fin à ses jours le 1er avril 1878. Sa domestique l'a trouvée dans sa baignoire, la gorge tranchée. 144 ans plus tard, la question de l'avortement est aussi décisive aux États-Unis qu'elle l'était à l'époque de Madame Restel. Jacques l'Éventreur était le tueur le plus notoire de l'Angleterre victorienne. Pour notre dernière histoire, nous allons nous pencher sur la vie de sa dernière victime, racontée par Briefcase. Mary-Jeanne Kelly est née vers l'année 1863 dans le comté de Limerick en Irlande, mais alors qu'elle était encore une jeune fille, elle a déménagé au pays de Galles avec sa famille. Son père travaillait comme forgeron et sa mère s'occupait de la maison en prenant soin de leurs 8 enfants. La famille de Marie-Jeanne était pauvre et elle-même n'a pas reçu beaucoup d'éducation car elle passait ses journées à aider sa mère et à l'âge de 16 ans, elle ne savait toujours ni lire ni écrire. Donc, sans réelle éducation et sans compétence, son seul espoir d'échapper à sa vie de pauvreté était d'épouser un homme ayant un emploi convenable et capable de lui offrir ce que ses parents n'avaient pas pu lui donner. En 1879, Marie-Jeanne rencontra un mineur de charbon nommé Davis. C'était un homme travailleur et peu de temps après leur rencontre, ils se sont mariés. Marie-Jeanne pouvait désormais avoir une vie meilleure et comme beaucoup de femmes mariées dans la Grande-Bretagne victorienne, elle restait à la maison. Elle cuisinait, faisait le ménage et créait une atmosphère chaleureuse pour son mari travailleur. Cependant, sa vie changea soudainement lorsque, 3 ans après son mariage, une explosion mortelle se produisit dans la mine de charbon et l'une des victimes fut son mari. Marie-Jeanne était encore une jeune femme, mais elle était désormais veuve et seule. Elle essaya de trouver du travail et se rendit dans la capitale galloise, Cardiff. Mais analphabète et sans expérience, elle trouva difficile de trouver un emploi. Nous étions maintenant en 1884 et, se retrouvant pauvre et sans abri, Mary Jane prit la décision de quitter le pays de Galles et de se rendre à Londres. Elle savait qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités de travail à Londres, mais encore une fois, elle trouva difficile de trouver un emploi. Avec très peu d'options, elle devint donc prostituée et commença à travailler dans un bordel du West End. C'était un établissement haut de gamme fréquenté par des hommes généralement très riches. L'un de ses clients réguliers s'attacha beaucoup à elle et l'invita à l'accompagner en France. C'était très excitant pour Marie-Jeannette, alors elle modifia son nom pour qu'il sonne plus français et ensemble, ils voyagèrent comme un couple ordinaire en France. Cependant, son voyage idyllique avec le jeune homme riche ne se déroula pas comme elle l'espérait, et pendant son séjour là-bas, elle fut vendue à la prostitution et devint victime de la traite des êtres humains. Heureusement, elle réussit à s'échapper et à retourner à Londres. Craignant d'être retrouvée, elle déménagea dans l'East End de Londres, espérant y être plus en sécurité. Elle s'installa dans le quartier de Stepney, où elle vécut d'abord avec un homme nommé Morgan Stone, avant de le quitter pour un autre homme nommé Joe Fleming. Marie-Jeanne était attirante. Elle avait les cheveux foncés, les yeux verts, et était souvent courtisée. Elle était généralement assez discrète, mais dès qu'elle buvait quelques verres, elle changeait et se mettait à chanter des chansons irlandaises. Sa personnalité changeait tellement qu'elle devenait querelleuse et agressive. À cause de cela, elle est devenue connue localement sous le nom de Marie la Sombre. En avril 1887, lors d'une sortie nocturne, Mary Jane a rencontré un homme nommé Joseph Barnett.
Ils se sont revus le lendemain et ont choisi de vivre ensemble. Ils semblaient bien s'entendre. Ils ont emménagé à Spitalfields, Londres. Leur nouvelle maison était petite et se composait d'une minuscule pièce carrée qui avait un lit, 3 chaises et une table. Le quartier où ils vivaient était bien connu pour sa pauvreté, sa criminalité et sa saleté et faisait partie de la zone appelée le Wicked Quarter Mile, qui était une rue presque entièrement occupée par des maisons de pension et des pubs. À l'époque, Mary Jane ne travaillait pas, donc Joseph subvenait à leurs besoins. Il travaillait comme porteur de poissons aux marchés aux poissons de Billingsgate. Cependant, il était connu pour être un homme difficile qui ne s'entendait pas avec son employeur et il se disputait régulièrement. Finalement, il a été renvoyé. Heureusement réputé travailleur acharné, il a vite retrouvé un emploi comme porteur au marché de la viande. Cependant, ce travail rapportait moins qu'au marché aux poissons. Il ne pouvait donc pas subvenir à ses besoins ni à ceux de Mary Jane. Incapable de trouver un emploi elle-même et connaissant désormais des difficultés financières, elle est retournée à contre-cœur à la prostitution. Pendant qu'elle travaillait, elle a rencontré une fille nommée Julia qui n'avait nulle part où aller, et sachant à quel point la vie pouvait être difficile pour les jeunes filles travaillant dans la rue, elle l'a invitée dans sa petite chambre et lui a dit qu'elle pouvait y vivre. Son logement était lugubre, mais l'alternative était pire. Beaucoup de gens avaient du mal à payer leur loyer, et, avec les meurtres non résolus de Whitechapel commis par la personne inconnue que la presse avait surnommé Jack l'Éventreur, Mary Jane s'inquiétait pour la sécurité de son ami. La chambre était si petite que Joseph décida qu'il ne pouvait plus y vivre. Alors, après une dispute avec Mary Jane, il partit le 30 octobre. Le couple, cependant, accepta de continuer à se voir et Joseph déclara qu'il viendrait lui rendre visite régulièrement. Quelques jours plus tard, le soir du 8 novembre 1888, Joseph est venu voir Marie-Jeanne et il était accompagné d'une amie nommée Maria Harvey. Les trois sont sortis et ont passé du temps ensemble avant que Joseph et Maria ne partent vers 20 heures. Joseph est de retourner à son logement et il est resté éveillé tard dans la nuit à jouer aux cartes avec d'autres résidents avant de s'endormir vers minuit et demi. Le lendemain, un homme nommé Thomas Bowyer fut envoyé par le propriétaire de Mary Jane, John McCarthy, pour récupérer le loyer car elle avait 6 semaines de retard dans ses paiements. Bowyer est arrivé au logement de Miller's Court à 10h45, mais après avoir frappé, il n'a eu aucune réponse. Il trouva étrange que personne ne soit là, alors il écarta un rideau de fortune et regarda par la fenêtre pour voir si quelqu'un s'y trouvait. Ce qu'il vit le choqua. Sur le lit se trouvait le corps mutilé d'une femme qu'il supposa devait être Mary Jane Kelly. Thomas Bowyer, choqué, informa aussitôt la police de sa découverte. Le premier policier arrivé sur les lieux fut l'inspecteur Walter Beck, suivi par de nombreux autres officiers. Bientôt, les surintendants Thomas Arnold et Edmund Reed de la division H de Whitechapel arrivèrent, ainsi que Frederick Aberlin et Robert Anderson de Scotland Yard. Le surintendant d'Arnold est entré dans la pièce à 13h30. À l'intérieur, ils examinèrent la scène macabre et découvrirent que les vêtements des victimes avaient été brûlés, probablement pour éclairer la pièce, la seule lumière étant une bougie faiblement allumée. Puis les docteurs Thomas Bon et George Baxter Phillips arrivèrent et furent chargés d'analyser le cadavre. Ils ont estimé que les mutilations avaient duré environ 2 heures et que le décès était survenu entre 2 et 8 heures du matin, le vendredi 9 novembre 1888. Le docteur Phillips a conclu que la mort était due à une entaille à la gorge et le docteur Bond a affirmé que le meurtrier n'avait pas de connaissances médicales. Il a écrit que la mutilation avait été faite par quelqu'un sans aucune connaissance scientifique ou anatomique. Il a dit que selon lui, l'auteur du crime ne possédait même pas les connaissances techniques d'un boucher ou d'une personne habituée à découper des animaux morts. La police a cherché des témoins. Mary-Ann Cox, voisine de Marie-Jeanne, a affirmé l'avoir vue rentrer chez elle vers 23h45. Elle a déclaré que Marie-Jeanne semblait ivre et était accompagnée d'un homme roux en surpoids, portant un chapeau melon. Après s'être vues, elles se sont souhaitées bonne nuit et Marie-Jeanne est entrée dans son logement avec l'homme.
Mary-Ann a dit que Marie-Jeanne avait chanté des chansons irlandaises. Elle a dit qu'elle devait sortir à 1h et rentrer à 3h du matin. Selon elle, aucun bruit ni lumière ne venait de la chambre de Marie-Jeanne. Une autre témoin, Elizabeth Prater, vivant au-dessus de Marie-Jeanne, a déclaré qu'à 1h30 du matin, alors qu'elle se couchait, le chant cessa. Elle a dit s'être réveillée à 4h à cause d'un chaton sur son cou. C'est alors qu'elle a entendu un faible cri appelant au meurtre. Sarah Lewis, une autre habitante du quartier, a aussi entendu cela, mais aucune des deux témoins n'a enquêté. Comme dans les années 1880, il était courant d'entendre des cris de meurtre dans l'est de Londres. La voisine Mary Ann Cox a ajouté qu'elle n'a pas pu dormir cette nuit-là, car elle n'arrêtait pas d'entendre des gens aller et venir dans Miller's Court. Elle a même entendu quelqu'un partir vers 5h40. C'était très précis, car Elizabeth Prater a quitté la résidence à 5h30 pour aller boire un verre au pub Ten Bells. Elle a dit à la police que, pendant qu'elle se rendait au pub, elle n'a rien vu de suspect. En raison de l'état dans lequel se trouvait le corps, il a été très difficile pour les autorités d'identifier la victime. Joseph Barnett, son ancien compagnon, a déclaré qu'il avait reconnu le corps comme étant celui de Mary Jane Kelly grâce à l'oreille et aux yeux. Et John McCarthy, son propriétaire, a également identifié le corps comme étant celui de Mary Jane, affirmant qu'il était certain que c'était elle. Le décès de la jeune femme de 25 ans a été enregistré sous le nom de Mary-Jeannette Kelly. La police n'avait aucune piste pour retrouver l'auteur de ce crime. Alors le 10 novembre, le gouvernement a publié une déclaration pour espérer obtenir des preuves sur le meurtrier. Dans la déclaration, ils ont dit que tout complice qui n'était pas la personne ayant commis le crime serait gracié s'il apportait des informations et des preuves concernant le ou les meurtriers. Personne ne s'est manifesté. Dans les jours qui ont suivi, la police a mené de vastes enquêtes et perquisitions de maison en maison, mais aucune trace du coupable n'a été trouvée. Après l'examen du cadavre, le corps de Marie-Jeanne a été remis à sa famille et elle a finalement été enterrée le 19 novembre 1888 dans le cimetière catholique romain de Lathamstone. Lors des funérailles, aucun membre de sa famille n'était présent. La police a poursuivi l'enquête et un nouveau témoin est apparu. Un ouvrier nommé George Hutchinson, qui disait connaître Mary-Jane. Il a dit à la police qu'il l'avait vue vers 2h du matin. Elle lui a demandé un prêt, mais il était fauché et n'a pas pu l'aider. Après cela, il déclare qu'un homme l'a abordé dans la rue et qu'après avoir discuté, ils sont retournés ensemble à sa résidence. Bien qu'il soit tard dans la nuit et qu'il fasse très sombre dehors, il a donné à la police une description détaillée de l'homme. George Hutchinson a déclaré que l'homme était suspect en raison de son apparence étrange, comme s'il n'était pas du quartier. La police pensait cependant qu'il était possible que ces informations fournies par le nouveau témoin aient eu lieu un autre jour, car c'est quelque temps après le meurtre qu'il s'est en fait manifesté avec ses preuves. Malgré l'offre du gouvernement, l'importance de l'affaire et l'énorme enquête policière qui a eu lieu, personne n'a jamais été inculpé ou jugé pour le meurtre de Mary Jane Kelly. Au fil du temps, plusieurs théories ont émergé sur l'identité de son meurtrier. Les deux auteurs Paul Harrison et Bruce Paley ont proposé que ce soit son ancien compagnon Joseph Barnett qui l'ait tué dans un accès de jalousie. Ils ont également suggéré qu'il avait commis les autres célèbres meurtres de Whitechapel dans le but d'effrayer Mary Jane pour qu'elle abandonne la vie de prostitution. Certains pensent que Joseph Barnett n'a tué que Mary Jane et a mutilé la victime pour tromper la police et faire croire que Jack l'Éventreur était le meurtrier. Cependant, il est peu probable qu'il soit responsable, car ses vêtements ont été examinés après le meurtre et il a été interrogé pendant 4 heures. Malgré cela, il n'y avait aucune preuve le liant au crime, donc il a été relâché sans inculpation. Certains auteurs affirment que le témoin George Hutchinson était responsable du meurtre et qu'il était en réalité Jack l'Éventreur lui-même, essayant de semer la confusion parmi la police, tandis que d'autres indiquent qu'il était probablement un chercheur d'attention cherchant à vendre une histoire aux journaux. Certaines théories suggèrent que Mary Jane n'était pas une victime de Jack l'Éventreur. La théorie derrière cela est que les autres victimes avaient la quarantaine, tandis que Mary Jane avait 25 ans,
donc nettement plus jeune. Une preuve supplémentaire qui pourrait appuyer cela est que les mutilations retrouvées sur son cadavre étaient plus étendues que celles des autres victimes, mais certains historiens affirment que cette théorie peut être discréditée par le fait qu'elle était la seule victime à avoir été tuée en privé. Après la mort de Mary Jane, il n'y eut pas de meurtre similaire à ceux commis par Jack l'Éventreur pendant encore 6 mois. Mary Jane Kelly est souvent vue comme la dernière victime de Jack l'Éventreur, dont les crimes auraient cessé à cause de sa mort, son arrestation ou son départ. Beaucoup estiment que Mary Jane Kelly n'était pas une victime de l'Éventreur. À ce jour, la véritable identité du meurtrier de Mary Jane Kelly reste un mystère, tout comme celle de Jack l'Éventreur. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo compilation, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Si vous voulez plus de vidéos de compilation comme celle-ci, faites-le moi savoir dans les commentaires, ou si vous souhaitez plus d'histoires comme celle présentée dans cette vidéo, des récits sombres de l'époque victorienne, dites-le moi aussi dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. C'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.